à ce webinaire Assurenco Digital, puisque Assurenco nous réunit au travers de cette plateforme qui est organisée par Zendesk. Merci à Zendesk, à notre partenaire, de nous avoir prêté la main forte pour organiser ce webinaire. Alors, aujourd'hui, un webinaire dédié à l'expérience client. Assurenco a souhaité depuis un peu plus d'1 an mettre l'accent de nos interventions sur cette partie expérience client qui mobilise beaucoup de ressources, dont on parle énormément et de plus en plus dans les entreprises. Donc, je suis très content qu'on soit dans cette nuance. Pour nous accompagner, je vais faire très court. Donc, ce webinaire va être animé par Claire Morel. Claire Morel, qui est une spécialiste, maintenant journaliste, une spécialiste de la relation client. Et donc, sans plus attendre, je pense que je vais passer la main à Claire. Sauf si Arnaud, tu veux rajouter quelque chose. Juste un petit point, effectivement. Je ne vais pas en rajouter sur le sujet d'aujourd'hui, la relation client, l'expérience client. On sait bien que les entreprises qui surperforment ne négligent pas, au contraire, bien au contraire, la relation client. Elles sont dans l'enchantement client, on le sait bien. On le voit avec des marques comme Nespresso, Apple, Amazon, évidemment. Donc voilà, ça ne ferait pas plus que ce que tu as dit, Stéphane. Effectivement, c'est fondamental chez Assurenco, l'expérience client. D'où ce webinaire aujourd'hui, qui ne sera probablement pas le dernier sur le sujet, tant il y a à dire. Juste 2 secondes pour vous parler du prochain webinaire qui aura lieu en début d'année et qui concernera le data management, avec un haut niveau de vision sur ce sujet également prépondérant et d'avenir, avec nos partenaires Assurenco qui viendront nous déployer toutes leurs bonnes pratiques et toute leur vision du sujet. Un sujet froidement lié, parce que la data et l'expérience client, bien sûr. Juste pour la forme, Arnaud Ozat et donc Stéphane Savane. C'est bien. Voilà, on passe la parole à Claire. Merci beaucoup. Oui, merci Arnaud et Stéphane, et bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là ce matin pour animer cet événement, et merci à Assurenco d'avoir fait appel à moi pour parler d'expérience client. Effectivement, comme disait Arnaud et Stéphane, c'est un sujet hyper vaste, donc on va avoir plein de sujets à aborder ce matin. On va essayer vraiment de faire à peu près le tour, mais on va essayer de voir ça dans la globalité, et on va essayer surtout de parler des enjeux auxquels sont confrontées les entreprises, et notamment dans le secteur de l'assurance, avec du coup les différents intervenants. Mais avant de les présenter, je vais rentrer dans le vif du sujet. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec les intervenants, je voulais définir un petit peu d'abord l'expérience client. J'ai choisi une définition d'Harvard Business Review qui indique que quand on parle d'expérience client, il ne s'agit plus de proposer des produits ou des services aux clients, mais plutôt des expériences permettant de distinguer une marque de ses concurrents et ainsi de créer un engagement fort. Alors l'expérience client, c'est la trace finalement laissée dans la tête du client par l'ensemble des interactions qu'il peut avoir avec une marque ou une entreprise lors de son parcours d'achat ou de consommation. Alors on pourrait avoir tendance à se dire que c'est une notion plutôt anecdotique, mais malgré tout c'est quand même un sujet dont on parle de plus en plus depuis plusieurs années. Il faut savoir que beaucoup de cabinets de conseil, de spécialistes du sujet considèrent qu'une stratégie orientée client a un véritable impact sur les résultats financiers d'une entreprise. D'ailleurs, chaque année, Bearing Point et Kantar organisent le podium de la relation client, et ils insistent sur les résultats des entreprises qui sont vraiment reconnues pour la qualité de leur expérience client. Il faut savoir que dans le top 15 de ces entreprises du podium de la relation client, ces 15 entreprises, elles ont une croissance annuelle moyenne de leur chiffre d'affaires sur 3 ans de 6%, contre 1% pour les entreprises les moins performantes sur le sujet. Donc c'est pas si anecdotique que ça. Alors, où en sont les entreprises aujourd'hui et quelle est la perception des consommateurs vis-à-vis de l'expérience client offerte par les marques? Toujours selon Harvard Business Review, l'expérience délivrée par la marque et celle perçue par le client ne correspondent pas toujours à la même réalité. Les marques pensent être maîtresses de l'expérience client et malheureusement, c'est pas toujours le cas. Il y a de nombreuses études qui l'attestent, dont l'étude mondiale réalisée par Capgemini récemment, qui nous indique que 75% des organisations se disent orientées clients, mais seulement 30% des consommateurs partagent cet avis.
Donc, il y a un petit gap quand même. Quelles sont donc les solutions pour que les entreprises proposent une expérience client à la hauteur des attentes des consommateurs? Alors, Forrester, le célèbre cabinet Forrester évoque plusieurs pistes. Je vais vous les donner succinctement parce que ce sont des sujets et des pistes qu'on va aborder justement avec nos différents intervenants. La première piste, c'est une attente de considération et d'authenticité de la part des consommateurs qui regardent en premier les valeurs d'une marque avant d'acheter ses produits. C'est un critère qui est d'autant plus exacerbé en cette période de pandémie en 2019 et qui devrait avoir plus de poids encore dans les années à venir. Le deuxième critère, c'est l'enjeu culturel et organisationnel, avant même d'être technologique. Il est hyper important, et ça on va en reparler tout à l'heure, mais que l'entreprise soit vraiment orientée client et qu'il y ait une impulsion de la direction générale à ce sujet. Le troisième point, c'est la réussite de l'expérience collaborateur avant celle de l'expérience client. On pense au client certes, mais si on pense pas aux collaborateurs en amont, du coup le client sera peut-être mal servi et on s'occupera peut-être mal de lui. Donc ça c'est un sujet RH et on en parlera aussi. Le quatrième point, c'est la mesure de l'expérience client via différents KPIs sur l'activité. C'est fondamental parce que sinon on ne sait pas finalement à quoi ça sert de mettre en place une organisation, des processus, des outils, etc. Et enfin, le cinquième point, c'est la donnée, la data, qui doit se transformer en insight et devenir intelligible pour l'entreprise. Donc voilà. Alors ces différents points, on va les aborder avec les intervenants que j'ai le plaisir de vous présenter maintenant. On va commencer par Juan d'Alcantara, directeur du développement de Majorel. Julien Lepostec, manager account exécutif chez Zendesk, Cédric Pironneau, cofondateur de SPV, et Nicolas Cerceau, cofondateur et CMO de Moonshot. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on va commencer par un premier tour de table. Si vous pouviez nous présenter, vous présenter et présenter vos entreprises respectives, s'il vous plaît. Alors on commence par Nicolas. Bonjour, Nicolas Cerceau, cofondateur et responsable marketing de Moonshot. Moonshot, AssureTech créé au sein de Société Générale Assurance il y a 4 ans. On fait de l'assurance contextuelle, donc on revisite l'assurance affinitaire pour la rendre justement plus digitale, plus proactive, au cœur du service rendu au client. Bon, merci beaucoup Nicolas. Cédric, on vous laisse la parole. Oui, merci. SPV Assurance, nous on était fondé il y a 10 ans maintenant avec Jérémy, mon associé. Aujourd'hui, il y a 400 collaborateurs. On adresse plus de 1400 courtiers partenaires aujourd'hui. On en parlera dans l'expérience client parce que c'est un vrai sujet pour nous. La partie distribution et l'animation des réseaux. Voilà, et on est présent sur toute la chaîne de valeur, de la conception des produits jusqu'à la gestion de ces produits, puisqu'on a fait l'acquisition. Grâce à vous. Vous m'entendez? Oui, ça marche. Oui, il y a une toute petite coupure de mon côté. Voilà, mais... Ok. Voilà, en quelques mots SPV, donc courtier grossiste, aujourd'hui dans le top 5. Parfait. Julien? Oui, bonjour à tous, Julien Lepostec. Donc, je suis manager de l'équipe commerciale France chez Zendesk. Zendesk est un éditeur de solutions logicielles qui accompagne beaucoup d'acteurs de ce secteur. Vous utilisez certaines des marques au quotidien et on est ravis de participer à ce webinaire aujourd'hui et bienvenue à tous. Et enfin, Juan. Bonjour, Juan. Bonjour à tous. Bonjour, Juan d'Alcantara, directeur du développement donc Majorel, comme vous l'avez dit Claire. Donc Majorel est l'un des acteurs majeurs de la gestion de la relation client externalisée et pour de très nombreux secteurs d'activité, puisque nous travaillons entre autres pour l'assurance, bien sûr, qui est un secteur stratégique, mais également pour les telcos, pour l'énergie, pour l'automobile, etc. Et nous sommes très heureux car Majorel a été distingué récemment comme leader de la gestion de l'expérience client dans la région IMIA par le groupe Everest, ce qui est une marque significative. Et en quelques données, Majorel, c'est des interventions donc dans 29 pays, en 60 langues, avec 50 000 collaborateurs qui donc œuvrent pour leurs clients et réalisent donc l'ensemble des opérations de gestion de la relation client. Merci beaucoup, messieurs, pour cette présentation. Alors, avant de démarrer ce deuxième tour de
de faire ce deuxième tour de table. Je voulais juste préciser une chose que je n'ai pas faite auparavant. Vous pouvez poser vos questions dans la fenêtre de chat aux différents intervenants et n'hésitez pas à préciser à qui s'adresse cette question. Ou alors, si elle s'adresse à tout le monde, eh bien, vous le notez aussi. Comme ça me permet de pouvoir regarder ça et on pourra leur poser les questions en fin de conférence. Alors, on va démarrer un premier tour de table, messieurs, pour parler d'expérience client. On va entrer dans le vif du sujet et au préalable, j'aimerais bien que vous me disiez quelles sont pour vous les entreprises qui sont un peu plus en avance que d'autres ou qui sont même des modèles en matière d'expérience client pour qu'on puisse se situer un peu. Je commence par vous, Cédric. Merci. Alors, dans l'expérience client, je pense qu'il y a des gens qui sont quand même très bons et depuis longtemps. Je pense notamment aux voyagistes. Même si aujourd'hui ils arrivent à mon avis, dans un monde un peu complexe où on ne sait plus très bien qui fait quoi dans le monde du voyage, mais historiquement quand même, c'est quand même des gens qui sont très bons, notamment dans la relation client et le digital. Après, moi je vais vous surprendre, mais moi je trouve qu'il y en a un qui est un modèle, en tout cas je trouve dans l'expérience qui est assez remarquable, ce sont les impôts. C'est le site des impôts du gouvernement, parce que je ne sais pas si vous avez une connexion, mais à peu près comme tout le monde, on a une connexion Internet aujourd'hui et on a un compte sur le gouvernement, sur le site du gouvernement. Et très sincèrement, je trouve que leur application, la gestion de la relation, la gestion des possibles est extrêmement bien faite. Voilà, donc ça c'est un peu hors norme ce que je vous dis là, et c'est intéressant pourquoi ? Parce qu'en fait, ils gèrent de la complexité. Et on y reviendra, la complexité dans le monde de l'assurance, c'est justement ce qui est au cœur des difficultés qu'on peut rencontrer dans la relation client. Et c'est ce qui fait certainement que la relation client en assurance est beaucoup plus difficile, beaucoup plus complexe, et peut-être même en retard par rapport à des métiers plus traditionnels ou en tout cas plus simples dans l'approche et dans la gestion des produits. Très bien, merci Cédric. Nicolas, justement, de votre côté, quelles sont selon vous les entreprises un peu modèles ? Quelles entreprises regardez-vous en règle générale quand on parle d'expérience client ? Ah, Nicolas, on ne vous entend pas. Alors peut-être que vous avez mis votre micro sur mute. Désolé. Donc effectivement, oui, sans surprise, pour moi, c'est les acteurs de la nouvelle économie qui ont mis la barre très haut et changé complètement la donne, en permettant d'avoir finalement le client est au centre. On a accès à ce que l'on veut, quand on le veut, comme on le veut. Tout ça en un clic dans un environnement digital qui a été pensé et qui est extrêmement ergonomique. Et bien souvent, certains proposent même leur service gratuitement. Donc là, la barre a été placée très très haut avec ces acteurs et je pense qu'il faut les accompagner dans cet effort de simplification. Très bien, merci. Julien, des exemples, des noms d'entreprises modèles ? Oui, je vais en donner quelques-uns. Je rejoins assez ce que tu viens de dire, Nicolas, c'est que il y a eu un grand mouvement avec ces disrupteurs de l'économie. J'ai mes petits chouchous dans les récents. J'aime beaucoup ce que fait Back Market. J'aime beaucoup ce que fait Mano Mano aussi. Ce sont des gens qui ont démarré dans des univers qui étaient déjà bien couverts par des acteurs historiques. Mais justement, dans mes champions, il y a aussi des acteurs historiques. Je pense notamment à Decathlon, qu'on accompagne d'une manière assez particulière dans cette crise, qui a choisi de prendre ses collaborateurs en magasin pour venir supporter l'expérience du client sur le site web, qui est un petit peu déporté en ce moment. Je pense aussi à une entreprise comme Acadomia, qui a su utiliser la transformation d'abord sur l'expérience de ses collaborateurs pour nourrir une meilleure expérience chez les parents, les élèves et les professeurs. Très bien, merci Julien. Juan, des idées d'entreprise qui vous viennent en tête quand on parle d'excellence ou en tout cas de modèle en termes d'expérience client ? Alors, on travaille, comme vous le savez, pour énormément de secteurs d'activité. Alors, on pense bien évidemment tous aux GAFAM, aux banques, à l'automobile. Il y a de très belles campagnes en ce moment qui montrent que dans l'automobile, on raisonne vraiment parcours client, enchantement, engagement, aux fintechs, aux assurtechs, à ceux qu'on pourrait appeler les natifs de l'excellence client. Et j'adhère à ce qui vient d'être dit d'ailleurs sur la Direction générale des finances publiques qui, dans la sphère publique, a été la première en fait à innover énormément pour la télédéclaration de revenus et l'accès aux données. Et je dirais que pour nous, les champions sont ceux qui finalement, dans leur secteur, sur leur segment, ont fait entrer le client dans l'entreprise et chez qui l'expérience client fait partie intégrante de l'entreprise. Donc, autrement dit, ceux qui, après s'être posé la première question de ce qu'est le client du point de vue de l'entreprise, se sont posé la question de ce qu'est l'entreprise du point de vue du client. Et on a énormément d'exemples
difficile d'en citer plus que ceux que j'ai pu citer jusqu'à présent, mais bien évidemment, on en a beaucoup d'autres en tête, quoi. Très bien. Merci beaucoup. Justement, alors certains d'entre vous ont évoqué des jeunes entreprises, enfin des entreprises de la nouvelle économie. On peut dire que SPV et Moonshot sont justement deux jeunes entreprises qui ont été créées assez récemment, Digital Natives. Et du coup, je voulais voir justement avec vous, Cédric et Nicolas, est-ce que ça change justement votre vision vis-à-vis de l'expérience client par rapport à des entreprises plus anciennes et traditionnelles? Quel est votre point de vue là-dessus justement? Quelle est votre approche? Et puis la question qui vient tout de suite, c'est vous, quels sont vos enjeux en matière d'expérience client? On commence par vous, Nicolas. Oui, avec plaisir. Je mentionnais la nouvelle économie, les nouveaux modes de consommation, les nouveaux usages. C'est le point de départ de l'expérience Moonshot. C'est ce qu'on a voulu mettre au cœur de la proposition de valeur. On met le client au cœur du dispositif avec la volonté d'adapter l'assurance à ces nouveaux modes de consommation, être capable d'accompagner le client dans l'évolution de ses usages pour faire en sorte que l'assurance le suive. Je vais prendre un exemple. On voit qu'il y a une bascule progressive de la propriété vers l'usage. Alors, je n'ai pas cité les entreprises tout à l'heure, mais c'est vrai pour Uber, c'est vrai pour Deliveroo, c'est même vrai pour Tinder. Donc, on passe vraiment de la possession à l'usage quand on veut ou on le veut. Et ça nécessite d'adapter aussi l'assurance. Donc, un autre exemple, être capable de couvrir un vol, ou une assurance pour une journée ou pour une semaine. C'est ce qu'on fait. On accompagne l'assurance dans cette évolution-là pour coller à ces nouveaux usages et ces nouveaux modes de consommation. Du coup, on met le client au cœur. Aussi, ça c'était pour la partie offre. Et à l'autre extrémité du spectre, on a la gestion estimée. De notre côté, on a un activité d'intervention au moment du sinistre, en étant en capacité d'avoir une automatisation et voire même en allant à l'ultime, en étant proactif et en étant capable d'intervenir sans même que le client ait à lever le petit doigt. Alors évidemment, tout ça, c'est pas possible sur tous les produits. On le fait sur un secteur qui est bien défini. Donc typiquement l'affinitaire, avec des produits autour du travel, du mobile notamment. Là, les produits se prêtent très très bien à une automatisation à l'extrême. Il y a d'autres produits sur lesquels c'est moins aisé. Et là, il faut se reposer la question de à quel niveau de la chaîne de valeur intervenir. Très bien. Cédric, même question pour vous. Comme vous êtes une entreprise très digitalisée, très jeune, donc du coup, vous avez peut-être une approche qui est différente d'une entreprise traditionnelle et notamment dans le secteur de l'assurance. Quelle est votre vision par rapport à ça? Ce que je pense, c'est que les acteurs traditionnels ont une complexité supplémentaire qui était qu'ils avaient des vieux systèmes informatiques. Ils avaient au cœur de l'assurance, il y a l'informatique, hein, c'est évident, le traitement des données, des contrats, etc. Nous, étant nés il y a 10 ans, on a pris le parti en fait de partir de la feuille blanche parce qu'on n'avait pas de passé, on n'avait pas de poids à porter. Donc en fait, on a réécrit un système et en fait l'expérience client, elle s'est créée au fur et à mesure du bâtissement du moment où on a commencé à bâtir le système d'information. Aujourd'hui, en fait, on a 16% du chiffre d'affaires qui est fait en ligne, on a 100% des axes de gestion qui sont faits sur le SI propriétaire. Donc en fait, à partir du moment où on a commencé à concevoir un système d'information, concevoir l'expérience client autour du digital et des plateformes, en fait, on ne s'est même pas posé la question, c'était dans le cœur de notre activité au quotidien. Et en fait, c'est au fur et à mesure des développements qu'on a adapté les systèmes, et puis on a fait énormément de conneries, beaucoup d'erreurs, et on a progressé en faisant, en fait, tout simplement. Donc c'est très empirique, en fait, comme compréhension des choses. Oui, vous parliez tout à l'heure de complexité justement de l'assurance, parce que c'est quand même un secteur effectivement où il y a de la réglementation, il y a beaucoup d'administratifs, et donc du coup, c'est vrai que c'est vrai quand on parle des acteurs de la nouvelle économie, parfois on est sur des services beaucoup plus simples. Là, dans le secteur de l'assurance, alors après il y a plusieurs types d'acteurs, mais en règle générale, c'est quand même c'est un secteur qui est où il y a des complexités à gérer et en termes d'expérience client, du coup, c'est plus complexe.
À mon avis, c'est très clairement le cœur du sujet pour nous, et c'est ce qui fait certainement que les acteurs de l'assurance, quand on les compare aux GAFA, qu'on a évoqué tout à l'heure, bien sûr, on a l'impression d'être très en retard, d'être très lent, mais il faut aussi voir toute la complexité qu'on doit gérer. Quand vous faites de l'individuel du collectif, quand vous devez gérer des conventions collectives, vous apportez une complexité énorme. Et puis derrière, évidemment, l'évolution réglementaire qui s'applique à nous, tous les back-office qui doivent suivre, parce que les fronts, c'est très bien, hein, mais le back-office derrière doit suivre. Et tout ça fait que mécaniquement, c'est difficile d'être agile, ou en tout cas, ça nécessite des moyens importants. Et c'est pour ça que les SI et l'expérience client autour du marketing digital est vraiment au cœur de la stratégie et de l'organisation de la boîte. Très bien. Merci Cédric. Une petite question du coup à Juan et Julien par rapport à votre expérience de votre côté en tant que partenaire, prestataire. Vous opérez dans de nombreux secteurs. Quels sont les enjeux aujourd'hui que vous voyez, les principaux enjeux en matière d'expérience client que vous observez dans les entreprises? Et puis évidemment, on va faire un focus sur l'assurance. On commence par Julien. Oui, merci Claire. L'enjeu, alors en effet, le secteur de l'assurance, je pense que c'est un secteur qui a été, comme on l'a vu par la banque, très bouleversé par la digitalisation, aussi le changement législatif. On a la capacité de changer d'assurance peut-être plus facilement qu'avant. Donc l'enjeu de la rétention du client est devenu très très fort. Et ce qu'on observe nous, c'est que les enjeux les plus forts aujourd'hui sont la capacité à gérer l'ensemble des canaux de communication. Aujourd'hui, une entreprise qui est forte dans son secteur, elle donne tous les canaux à ses clients. Et ça a rajouté beaucoup de complexité dans l'organisation. Donc j'ai envie de dire que c'est un des points les plus complexes, notamment parce qu'on a dans un système aujourd'hui où on a au bout du doigt, j'ai envie de dire que le mobile a beaucoup changé les choses, une possibilité d'une relation au bout du doigt sur n'importe quel canal. Et on part d'ailleurs plus maintenant de conversation, quel que soit le canal. Donc je crois que c'est un des sujets les plus complexes. Et peut-être aussi la capacité de ces entreprises à se transformer, à s'adapter. Et donc l'enjeu fort, c'est la conduite du changement, être capable de modifier ses processus, de limiter l'effort que le client doit avoir pour rentrer en contact avec l'entreprise. Quand on fait des études chaque année, c'est encore le même sujet qui revient, la complexité pour un client de rentrer en contact avec une entreprise. Donc tout ça est beaucoup lié aux canaux de communication. J'ai envie de dire que c'est un peu l'enjeu qu'on retrouve le plus souvent. Très bien. Jean, justement, même question. Quels sont les enjeux selon vous, les principaux enjeux rencontrés aujourd'hui sur le sujet? Alors j'adhère pleinement à ce que vient de dire Julien déjà, et je vais prendre un autre angle. Vu de notre fenêtre, en fait, les difficultés et enjeux en matière d'expérience client se tournent autour de quoi? Tournent autour de, on va dire, de l'intérêt qui doit être suscité dans les entreprises autour de l'expérience client, de l'animation, du faire vivre cette notion d'expérience client dans les équipes de conseillers, et donc cela veut dire les former, cela veut dire les accompagner, les sensibiliser, et donc investir sur les bons leviers. Et en fait, vous le soulignez tout à l'heure, Claire, au-delà de la volonté managériale et donc de la direction générale qui doit impérativement s'engager dans une transformation et dans un changement à conduire, qui est un changement au long cours. Mais au-delà de cette volonté, il faut absolument la constance, il faut engager l'entreprise, parce que ce que nous observons, c'est que toutes les opérations coup de poing sont vouées à l'échec. Donc voilà, pour moi, c'est un autre angle, et ça vient évidemment porter le reste. Et nous parlons en connaissance de cause chez Majorel, puisque nous avons justement toutes ces équipes de conseillers, de téléconseillers. Alors quand on parle de téléconseillers maintenant, on est sur du multicanal, c'est-à-dire on traite à la fois du téléphone, du mail, du chat, du SMS, les réseaux sociaux. On aura l'occasion d'y revenir. Très bien. Oui, effectivement, ces sujets-là, on va les aborder pendant la conférence. Cédric, je reviens vers vous. Vos clients sont historiquement des courtiers. Est-ce que justement, la première question, c'est est-ce qu'on les considère comme des clients au même titre qu'un client en B2C particulier ou un client entreprise? Et quelles sont justement vos exigences en matière votre approche en matière d'expérience client vis-à-vis d'eux? Comment ça se passe? Alors ça, c'est un point intéressant. D'abord, évidemment, nos clients sont des courtiers, mais nos clients sont aussi, bien sûr, les clients finaux. Et donc, ça veut dire que nos clients sont également les entreprises, les DRH, les dirigeants, les travailleurs non salariés et les particuliers. Vous voyez déjà qu'on adresse
un nombre de publics très différent. Et bien sûr, on ne s'adresse pas à un DRH comme un salarié ou comme un courtier. Ça rejoint l'idée des parcours clients. Et bien sûr, quand on est en B2B, quand notre client est un courtier, on s'adresse à lui différemment. Il recherche de la rapidité, de l'efficacité, une réponse immédiate à ses questions très techniques, très pointues. Donc là, il faut que la plateforme digitale soit très rapide, très puissante, très robuste, et puis que les téléconseillers qui sont autour et qui animent soient extrêmement experts. Parce qu'il ne va pas attendre 3 heures pour avoir une question s'il a un sujet sur une garantie décennale ou une prévoyance d'intérêt. À l'autre côté de la chaîne, quand on s'adresse au client final, donc à l'assuré final, lui, il faut qu'il ait un environnement de travail digital beaucoup plus simplifié, beaucoup plus facile à comprendre, beaucoup plus qui soit vraiment dans l'accompagnement. Il ne cherche pas l'efficacité, il cherche la compréhension. Parce qu'encore une fois, l'assurance est un sujet pas simple, les remboursements frais de santé, c'est compliqué. Et donc, ce qu'il veut, c'est comprendre comment il va être remboursé, à combien, comment ça fonctionne, les délais, etc. Donc, vous voyez déjà que là, on rentre vraiment dans la cuisine. Mais très clairement, les parcours clients, les environnements clients, on doit, nous, avoir cette gymnastique de se dire, on parle différemment en fonction des publics qu'on adresse. Et nos clients principaux sont d'abord les courtiers, mais derrière ça, et bien sûr, on a aujourd'hui plus de 400 000 assurés. Et donc, on s'adresse également à eux par les plateformes digitales. Alors, comment vous avez fait justement par rapport à ces parcours clients? Vous les avez cartographiés? Vous avez fait un travail en particulier sur chaque parcours? Vous avez identifié des moments clés, etc.? Oui, alors d'abord, sur la partie B2B, quand on s'adresse à des courtiers, on travaille d'abord avec un laboratoire qui est composé d'un certain nombre de courtiers partenaires privilégiés et qui nous aident en fait dans la conception des parcours, des UX, dans la conception de la souscription, des parcours de souscription et des étapes, et qui parfois nous corrigent en disant « attendez, ça va pas », etc. Donc, vraiment, on est vraiment dans un outil test and learn, on est vraiment dans une boucle qui ne s'arrête jamais de remontée, de modification, d'évolution. Donc en fait, si je prends un parcours client sur un produit prévoyance il y a 8 mois et aujourd'hui, il y a déjà je ne sais pas combien de champs qui ont changé, des étapes qui ont évolué, etc. etc. Après, sur la partie client final, là aussi, beaucoup de remontées clients, remontées terrain, remontées des plateaux de gestion, parce que parfois, nous, en tant que professionnels, on a l'impression que tout est simple et clair, mais en fait, non, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc là aussi, beaucoup de remontées terrain, d'expérience, et puis ensuite, faire évoluer les systèmes. On a aussi beaucoup investi sur l'ergonomie, donc on a des ergonomes chez nous qui travaillent à la conception des écrans, qui se testent, qui se challengent. Et puis, comme je vous le dis, c'est vraiment une évolution constante et absolument permanente. C'est pour ça que le digital, ça ne peut pas être un département parmi les autres. C'est au cœur de l'entreprise et du groupe. Sinon, ça ne fonctionnerait pas. Très bien. Nicolas, on parle justement là de parcours client, d'omnicanalité. Comment vous, justement, chez Moonshot, vous travaillez ces parcours clients? Est-ce que vous avez identifié des moments importants? Comment vous avez travaillé là-dessus? Sachant que, évidemment, vous êtes quand même sur un parcours plutôt fortement digitalisé. Oui, alors effectivement, j'ai commencé à l'évoquer au début. Côté Moonshot, on a fait le choix on est à fond dans la digitalisation et on veut révolutionner l'expérience du client. Beaucoup au moment clé, au moment de vérité finalement du contrat d'assurance et au moment du sinistre. Donc ça pose la question pour nous d'aller vers l'automatisation de la prise en charge, ou à tout le moins qu'elle soit assez simple pour être gérée par le client en quelques clics avec son pouce sur un smartphone. Ça veut dire, tant que faire se peut, supprimer les justificatifs, tant que faire se peut, avoir un parcours le plus court possible. Donc je rejoins complètement ce qu'a dit Cédric sur l'ergonomie, la nécessité de travailler sur un parcours qui soit fluide et gérable, mais vraiment avec un pouce. Ça, c'est le premier point. Alors, parce qu'on intervient sur les sinistres, il y a cet aspect qui est nécessaire d'être adressé. Pour que cette gestion du sinistre soit fluide, ça pose aussi la question de la définition de l'offre. Finalement, si je veux pouvoir automatiser ma gestion des sinistres, il faut qu'elle soit simplifiée par le produit en lui-même. Si je veux pouvoir supprimer des justificatifs ou supprimer de la documentation des interactions avec le client, il faut que mon offre le permette.
je vais prendre des exemples, mais finalement, indemniser de manière forfaitaire, c'est quand même beaucoup plus simple que d'indemniser sur du reste à charge avec la gestion d'une facture et d'un papier derrière. Donc, du coup, et pour rebondir aussi sur ce que Jean a évoqué, c'est la mobilisation des équipes dans la conception du produit, parce qu'il y a la fin du process, la gestion du sinistre, et si jamais on n'a pas bien pensé avant dans la conception de l'offre, ça ne peut pas fonctionner. Le deuxième élément que je trouve très important et qui est vraiment prégnant dans la manière dont on appréhende nos parcours, c'est la personnalisation. On automatise, c'est bien. Maintenant, il faut être capable d'automatiser tout en gardant une proximité avec le client. Parce que lorsqu'on est capable de dire au client, j'ai vu que ton vol était en retard, voici l'indemnisation, tu n'as besoin de rien faire du tout, il a l'impression, on installe une forme de proximité avec lui. Et si cette proximité, elle se retrouve pas dans la personnalisation des échanges, du message, ou de l'adéquation, du moins la connaissance du contrat et du client, alors finalement, c'est un effet de manche qui est raté. Du coup, personnalisation dans l'automatisation, et ce à grande échelle. Donc, comment être personnel, comment être automatisé, mais personnel, et tout ça dans du run sur 99% des cas. Alors, ce que vous me disiez quand on préparait cette conférence, c'est que vous faisiez preuve de proactivité. On va parler de la data tout à l'heure, mais je pense que ce serait intéressant quand même justement de rebondir sur ce que vous disiez, faire preuve de proactivité par rapport à, par exemple, à un retard d'avion. C'est-à-dire que vous avez les données nécessaires pour savoir que tel avion a eu du retard et donc aller contacter directement le client pour lui dire voilà ce qu'on va faire pour vous, etc. On sait ce qui s'est passé. Ça, c'est quand même intéressant justement en termes de personnalisation. Comment on fait ça ? Ben justement, en repensant l'offre. Finalement, aujourd'hui, les couvertures travel vous demandent souvent ou demander de démontrer que l'avion est en retard. Finalement, cette donnée, elle est disponible. Il faut être capable de l'exploiter. Donc, ça permet de faire sauter un justificatif et donc de simplifier l'expérience du client. Parfait. Julien, un mot justement sur les parcours clients, l'omnicanalité, le but finalement en cartographiant les parcours clients. Alors qu'est-ce que c'est cartographier les parcours clients? C'est identifier finalement les moments de vie du client entre le client et la marque, les moments de vérité, les moments importants qu'il peut vivre avec une marque. Alors dans le secteur de l'assurance, on peut penser à la recherche d'informations, à la recherche de la meilleure offre, après à la souscription et puis évidemment à la gestion de sinistres. Comment on fait pour est-ce que c'est important déjà de les cartographier, ces parcours clients, et en quoi c'est important aussi de favoriser l'omnicanalité sur ces parcours, Julien? Merci Claire. Alors déjà, merci Cédric et Nicolas, parce que finalement vous avez coché quand même toutes les cases avec vos réponses, notamment celle qui est liée à l'agilité. La période nous renforce, on va dire, ce point. Je crois que c'est une analyse permanente qui fait la clé du succès. J'aime beaucoup cette idée de dire qu'on n'a pas quelque chose d'arrêté. Un parcours client, il peut être bon pendant une période et puis on va se rendre compte qu'à l'usage, il va devoir être modifié pour être amélioré. Je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sous-estiment l'investissement nécessaire à l'analyse de ces parcours clients et aussi l'analyse finalement des raisons de contact. Le client va être dans un parcours, il va vous contacter, va parfois vous surprendre avec des questions que vous n'aviez pas imaginées. Et les entreprises qui sont fortes à ce niveau-là, c'est celles qui investissent dans cette analyse, parce qu'elle va permettre justement de servir la personnalisation ou la proactivité, qui sont aujourd'hui un peu ce qui sont le top, quoi, l'attente finalement des clients en termes d'expérience client de haut niveau. Donc c'est une combinaison de tout ça. Il faut pas oublier qu'on sert quelque chose dans l'expérience client. On est tous devenus très exigeants avec nos mobiles, avec certains de ces leaders de l'expérience client. On veut que ça aille vite. Donc, on doit servir la rapidité et c'est en analysant, en personnalisant, je crois qu'on est capable d'agir vite au niveau du client. Et finalement, nous, les solutions, on n'arrive qu'après pour appliquer ces politiques. On est un peu la cerise sur le gâteau qui va permettre de mettre en place ces workflows, mais c'est vous, les entreprises, qui en menant ces analyses, nous permettent de positionner la solution au bon endroit, au bon moment. Et donc, pour répondre à ta question Claire, le bon canal. On s'est rendu compte dans cette crise, par exemple, que l'utilisation de WhatsApp avait explosé. On se rend compte qu'on crée avec WhatsApp
un fil tendu entre la marque et le client, et que ce fil est toujours ouvert. Là où une conversation téléphonique s'arrête, un email dit un canal froid attend une réponse, eh bien la conversation que propose une messagerie instantanée, elle va renforcer cette impression de VIP, de personnalisation, et ce canal-là devient très populaire parmi nos clients. Très bien, merci Julien. Alors Jean, je rebondis sur ce que disait Julien. Finalement, les parcours clients, c'est bien, on les identifie, on identifie les moments, mais en fait, ça évolue tout le temps. Comment on aborde ce sujet-là justement, et comment ça se manifeste avec les entreprises avec lesquelles vous travaillez? Effectivement, la cartographie des parcours est absolument nécessaire, mais en partant des demandes clients et non des process. Alors pour ceux qui les conçoivent, comme tout à l'heure ça a été dit, c'est beaucoup plus facile que lorsque les process existent. Mais c'est absolument nécessaire. Et je dirais 3 choses. C'est que d'une part, c'est nécessaire parce que ça permet d'adopter la bonne approche commerciale au bon moment, avec le bon discours, avec le bon canal. C'est exactement ce que Julien vient de souligner, et au bon moment. D'autre part, ça permet de mettre en lumière les nœuds, les difficultés qui sont des motifs d'insatisfaction et qui permettent de mettre en œuvre les bons plans d'action pour les traiter. Et enfin, ça permet de simplifier l'expérience client, quelles que soient les contraintes, et tout en respectant ce que la conformité peut imposer. Et là, dans la sphère assurantielle, c'est bien évidemment essentiel. En tout cas, c'est possible de le simplifier, et nos experts, Lean et Six Sigma d'ailleurs, lorsqu'ils travaillent avec nos clients, arrive justement dans ce travail régulier. Déjà tout à l'heure, je soulignais la constance. Là encore, Julien vient de le dire. C'est en permanence qu'il faut se pencher sur les parcours pour les améliorer en écoutant le client et donc en identifiant les nœuds qu'on doit traiter. Alors justement, une fois qu'on a cartographié ces parcours, il nous faut un petit peu de techno, des outils pour gérer les interactions, les différents canaux avec lesquels on interagit avec les clients, un peu d'IA, un peu de data, un peu de CRM, etc. Ça facilite quand même grandement ensuite l'expérience client. Quelle place justement dans vos entreprises respectives, Cédric et Nicolas, quelle place a cette technologie et en quoi elle joue un rôle dans l'expérience client ? On commence par Nicolas. Ok, avec plaisir. La techno à plusieurs endroits. Je vais parler un petit peu d'API, je vais parler un petit peu d'intelligence artificielle. Je commence par les API. Parce que finalement c'est le plus important. Nos produits, il faut d'abord les vendre avant de pouvoir les exécuter, et plus particulièrement nous qui nous sommes spécialisés sur l'économie des plateformes et les acteurs du web. On expose nos produits d'assurance au moyen d'API. Donc finalement, on a constitué une plateforme où nos produits sont appelables, consommables, on dit consommer des API, sont consommables par les systèmes de nos clients distributeurs. Donc ça, c'est un premier point. Donc l'API pour la distribution. Après, l'API, ou du moins les microservices, sont également utilisés pour constituer notre écosystème. Finalement, on a différents prestataires que l'on appelle, on consomme leurs API, et donc on élabore nos parcours, nos process de gestion, et donc le parcours client par finalement déclenchement et appel successif de toutes ces API. Donc l'API au cœur pour la distribution et pour l'exécution, l'interfaçage avec notre écosystème. Il y a d'autres types de technologies, je vais évoquer l'intelligence artificielle. C'est une des technos sur laquelle on travaille. On l'utilise de différentes manières. D'abord parce que ça nous permet donc lorsqu'on veut digitaliser des éléments, on peut faire de la reconnaissance d'images, on peut faire de la reconnaissance de caractères, on peut extraire du texte, on peut traiter ce texte. Ça c'est un premier point autour de l'intelligence artificielle. Et puis après on a un autre produit, un produit phare qu'on appelle l'écran cassé. Donc on est en mesure de détecter les dommages sur un écran de smartphone. Donc ça derrière, c'est un algorithme de reconnaissance, de détection du dommage sur un écran. On est vraiment dans l'intelligence artificielle puisque c'est un mécanisme auto-apprenant qui s'améliore avec le temps. Voilà, 3 exemples: reconnaissance d'image, API et intelligence artificielle.
Très bien, et qui s'applique vraiment pour le coup au secteur de l'assurance, mais à d'autres. Mais par exemple, effectivement, pour le téléphone cassé, etc., ça semble intéressant. Alors, est-ce que ça s'appliquerait dans tous les univers de l'assurance? Peut-être pas, mais qu'en pensez-vous, Nicolas? Ça tombe bien, c'est sûr que c'est certain. Évidemment, on peut pas mettre de l'intelligence artificielle partout. En même temps, en call center avec des plateaux qui traitent énormément d'appels clients, on peut utiliser aussi de la reconnaissance de langage avec le NLP, pardon. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à faire, mais je le disais au tout début, effectivement, nous avons choisi de nous positionner sur un segment spécifique, là où c'est facile, entre guillemets, parce que c'est jamais facile. C'est en apparence facile, mais derrière, il y a beaucoup de complexité. Pour les autres secteurs, il faut se poser la question de où, dans la proposition de valeur assurantielle, on peut apporter de la technique. Très bien. Cédric, quelles sont les technologies qui vous permettent de faciliter l'expérience client aujourd'hui? Quels sont les différents outils que vous utilisez? Je rejoins ce qu'il avait dit. Enfin, nous, clairement, aujourd'hui, toute la partie API est vraiment de déléguer la souscription des produits ou la gestion des produits sur des plateformes externes, que ce soit des comparateurs ou des courtiers digitaux. Donc ça, pour nous, c'est un enjeu majeur. Après, tout ce qui concerne data et IA, alors data, d'abord, il faut quand même des volumes conséquents pour pouvoir les exploiter et les travailler intelligemment. Et puis une fois qu'on les a exploitées, ou en tout cas qu'on les a comprises, il faut en tirer quelque chose. Et c'est pas simple du tout. Je rappelle quand même qu'on est dans le domaine de la santé avec quelques contraintes. Les lettres K de la sécurité sociale, la loi E20, RGPD, les contrats collectifs. Bref, je ne vais pas tous les énumérer, mais on a quand même quelques sujets qui font qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec ces données, on ne peut pas adresser les clients comme on le souhaiterait. Voilà, on n'a pas la possibilité d'explorer comme on peut le faire dans des pays ou comme les États-Unis. Ça, c'est pas possible. Il n'en reste pas moins qu'il y a beaucoup de choses à faire avec la donnée, notamment sur la partie commerciale, sur la partie saturation, sur le multi-équipement, sur également la capacité à pousser de l'information chez nos courtiers en disant votre portefeuille client, il a telle photo, telle configuration, on pourrait le travailler, on pourrait le faire évoluer. Et voilà ce qu'on a détecté chez vos clients comme besoin potentiel. Nous, voilà, c'est sur ces axes-là qu'on travaille. Après, l'intelligence artificielle, pour l'instant, on est sur des labs. On n'est pas sur une exploitation pour l'instant en temps réel. Mais ça fait partie des chantiers 2020, 2021, 2022. On a beaucoup de choses qu'on devrait sortir sur ces sujets. Très bien. Je rebondis sur ce que vous disiez, Cédric, justement, par rapport à la data et la connaissance client, parce que ça, c'est un vrai sujet aussi quand on parle d'expérience client. L'idée, c'est de pouvoir utiliser justement les données qu'on a à sa disposition pour à la fois faciliter l'expérience du client, le reconnaître quand il nous contacte, lui pousser de l'information, comme vous disiez, Cédric. Et ça, pour le coup, parfois, dans l'assurance, c'est pas toujours utilisé. Alors peut-être que on est dans un secteur qui n'est pas encore hyper mature vis-à-vis de ça, comme dans plein d'autres secteurs, hein, rassurons-nous. Mais du coup, petite question à Jean et Julien, est-ce que justement cette data, on ne peut pas l'utiliser pour faire du upsell, du cross-sell, s'intéresser un peu plus aux clients quand on n'a plus de nouvelles de lui parce qu'en attendant, il n'a pas besoin de nous, il a souscrit à un contrat et puis pour l'instant, tout se passe bien. Donc voilà, mais peut-être prendre de ses nouvelles, s'intéresser à ses moments de vie et éventuellement lui proposer d'autres produits dont il pourrait avoir besoin. Et donc, du coup, la data pourrait aider à ça. Qu'en pensez-vous, Julien ? Je pense que pour parler techno, on voit deux grosses tendances. La tendance, elle est d'investir dans la technologie de self-service. Vous en avez parlé tous les deux, de l'intelligence artificielle. Mais j'ai envie qu'on reparle aussi du conseiller, en fait, parce que ce qu'on va faire ici avec cette techno, l'idée, c'est de proposer au client final, finalement, de se servir lui-même sur des questions simples. C'est assez pesant pour des conseillers d'un centre de contact de devoir répondre toujours aux mêmes questions à faible valeur ajoutée. Si on arrive à permettre au client d'y répondre ou trouver lui-même via un centre d'aide ou un espace client la capacité de changer son adresse, de changer son RIB, des choses comme ça très basiques, en fait, on libère du temps aux conseillers pour justement faire ce que vous évoquez, Claire, c'est-à-dire passer plus de temps sur les interactions à forte valeur ajoutée, voire
aller vers le client quand il s'y attend moins, grâce à l'analyse des parcours dont on a parlé. La deuxième, je trouve, évolution dans les technologies qui est très forte et qui vient servir tout ça, c'est aujourd'hui, dans beaucoup d'organisations, c'est le conseiller qui va à la pêche à l'information sur le client. Je crois qu'on a une tendance qui est possible grâce aux technos et à l'ouverture des systèmes aujourd'hui. Zendesk est un système très ouvert et on travaille dans des organisations, dans des systèmes d'information où il y a d'autres systèmes ouverts. Et maintenant, on a cette information qui vient au conseiller. Je crois que c'est ça la tendance aussi, pour nourrir la rapidité de réponse. Le conseiller, il a tout le contexte qui lui arrive, qui lui permet de personnaliser et de rapidement donner une information au client. Il perd moins de temps. Et un conseiller qui est bien, que la technologie va épauler, c'est un conseiller qui va passer plus de temps et qui va mieux choisir son client et en effet profiter de ce moment-là pour lui proposer de souscrire à d'autres choses ou de prolonger son engagement avec la marque. Très bien, merci Julien. Jean, un mot sur la techno, sur la data et la connaissance client. En quoi selon vous c'est quelque chose, c'est un sujet important et notamment dans le secteur de l'assurance? Déjà, il est absolument certain que des efforts et investissements doivent être portés sur la connaissance client complète, consolidée, sans laquelle il est absolument impossible de conquérir, fidéliser et développer le portefeuille. Donc ça, c'est déjà un premier point. La data doit être au cœur de toutes les stratégies. D'ailleurs, elle l'est, et on l'observe dans le secteur de l'assurance comme dans de très nombreux secteurs d'activité depuis un certain temps. Et on le voit bien parce que nos équipes data sont vraiment régulièrement sollicitées par nos clients et on les accompagne justement pour analyser les données de la façon la plus fine possible et alimenter nos équipes innovation. En termes de techno, en fait, typiquement, il faut que les conseillers puissent intervenir, exactement comme Julien vient de le dire, là où il y a la valeur à créer, là où ils peuvent apporter tout ce qui accompagne à un moment précis, on aura l'occasion d'y revenir aussi, mais à un moment précis, les conseillers. Pour autant, et nous avons fait le choix d'investir aussi sur ce sujet, on déploie des outils tels que les agents augmentés, c'est-à-dire qui vont aller en temps réel récupérer de la donnée, qui va être mise à la disposition des conseillers pour guider leur interaction. Et que cette interaction ait lieu avec un téléphone, sous WhatsApp, avec un SMS ou autre. Et donc c'est absolument essentiel finalement que sur ce cœur de réacteur qui est la donnée, on vienne greffer les bons outils pour que les conseillers permettent d'agir exactement comme il le faut, comme finalement le client attend de vivre son expérience. Très bien, merci Jean. Une petite question subsidiaire justement à Cédric et Nicolas par rapport aux outils, par rapport aux outils qui peuvent justement aider vos équipes et favoriser leur travail et leurs interactions avec les clients. Est-ce que justement vous avez travaillé aussi là-dessus sur le fait de bien les équiper, de leur proposer des outils simples et les bonnes et la data nécessaire pour qu'ils puissent justement bien traiter les échanges avec les clients. Cédric. Oui, nous très clairement, c'était un gros chantier 2020. C'était la capacité aux conseillers commerciaux, aux gestions, aux sinistres, d'avoir en fait une vision 360. Parce que ce qui est difficile quand vous adressez des courtiers ou des clients finaux d'ailleurs, c'est d'avoir l'ensemble des informations en temps réel. Sachant qu'on est multicanal, donc les clients vous ont envoyé des courriers, vous ont envoyé des mails, il y a eu des conversations téléphoniques avec d'autres personnes, et donc il faut que le conseiller technique ou commercial, il ait l'ensemble de l'information en temps réel, immédiatement. Sinon, en fait, on retombe dans les travers qu'on connaît ou qu'on a connus par le passé, d'aller rechercher les pêches aux infos, de rappeler les gens, bref, vous remettez une complexité effrayante, alors que il y a une nécessité d'avoir vraiment cette information temps réel sur les clients. À ce moment-là, vous pouvez adresser les questions, vous pouvez répondre. Et puis, si vous n'avez pas toutes les réponses ou toutes les informations, vous allez les chercher et vous les transmettez. Mais en tout cas, vous avez une connaissance client qui fait que le client, lui, se sent au cœur de votre organisation, qu'il n'a pas l'impression de tomber sur un plateau téléphonique perdu au bout du monde ou d'être un numéro qu'on a tous vécu et qui est vraiment extrêmement pénible. Voilà, ça, on a voulu vraiment lutter là-dessus, lutter contre ça cette année. Et on pense maintenant avoir une organisation qui est plutôt efficiente. Très bien. Nicolas, un mot justement sur les outils et le fait de favoriser le travail justement de vos équipes. Comment vous y contribuez? Oui, alors vous l'avez compris, nous on joue la carte de l'automatisation. Donc idéalement, on n'a pas de gestion, en back office.
on en a. Donc l'automatisation, ça veut dire qu'on joue la carte du self-care encore. Soit c'est complètement automatisé, soit c'est le client qui a toute l'attitude pour instruire tout seul son sinistre. Donc ça veut dire que derrière, on a un bot qui permet de guider le client sur les parcours les moins intuitifs. Ça veut dire qu'évidemment, on a aussi des mails, donc une boîte mail pour traiter et de manière réactive. Ça veut dire un système d'alerting avec toute une mécanique d'alerting et de flag et de backup pour que les équipes soient capables de le gérer le mieux possible. Et j'aime beaucoup ce qu'a dit Cédric, la relation client dès lors qu'on fait intervenir l'humain, parce qu'on fait intervenir l'humain nous aussi pour les cas exceptionnels, pour les cas à la marge. Elle n'a de valeur finalement que si jamais elle est contextualisée. Donc il est très important d'être capable de reprendre ce contexte du client, cette fiche client finalement qui apparaît, qui est consultable par le conseiller et au travers duquel il va retrouver finalement l'historique, le contrat, les circonstances du sinistre. Très bien. Alors justement, Nicolas, vous en parliez de l'humain, parce que bon, on parle d'IA, de data, de technologie, d'outils, mais malgré tout, quand un client vit une expérience avec une marque, une entreprise, n'importe laquelle, il a souvent quand même besoin de l'intervention d'un conseiller, d'un vendeur, de quelqu'un qui puisse répondre à une question qui est peut-être un peu plus complexe que d'habitude. Et du coup, la question s'adresse à Cédric. À quel moment vous faites intervenir justement l'humain dans vos interactions avec vos clients? Absolument tout le temps. Absolument tout le temps, à la condition que le client le souhaite. Il ne s'agit pas de lui imposer un conseiller commercial ou technique ou gestionnaire. En revanche, il faut que les clients, s'ils émettent le souhait, puissent avoir quelqu'un au téléphone parce qu'ils ont une question, parce qu'il y a une complexité, parce qu'ils rencontrent une difficulté. Parce que parfois, les parcours clients, on pense les avoir extrêmement bien pensés, puis finalement, en fait, on a peut-être quelques trous dans la raquette. Donc voilà, donc l'humain, évidemment, il ne peut pas être présent 24 heures sur 24. On n'a pas des plateformes ouvertes tous les jours. En revanche, il faut que cet accès à l'humain, aux équipes, il soit ouvert. En tout cas, il faut que le client sente que cette possibilité lui est tout le temps offerte. Je pense qu'il n'y a rien de pire que quand vous êtes sur des plateformes, et parfois les GAFA ont un peu cette tendance, vous êtes sur des plateformes digitales et que vous n'avez aucune possibilité de contacter quelqu'un. C'est-à-dire qu'on vous renvoie vers des chats, on vous renvoie vers des facs, on vous renvoie vers tout ce qu'on peut pour éviter le contact humain. Or, moi, je pense qu'il faut faire l'inverse. Il faut l'orienter, bien sûr. On peut pas. L'objectif, c'est pas de supprimer le digital pour remettre de l'humain partout, bien sûr. Mais en revanche, il faut que l'accès à l'humain reste toujours ouvert et que ce canal, les gens sentent qu'il est, que la porte est ouverte aux heures, on va dire, d'ouverture normale, quoi. D'accord, très bien. Alors justement, Juan, quelle est votre perception par rapport à ce sujet? À quel moment on fait intervenir l'humain? À quel moment on favorise l'automatisation, etc. Est-ce que c'est un juste équilibre des choses? Mais du coup, comment ça se justifie? Comment ça se décide? Déjà, ce qu'on observe, c'est que grâce à tous les outils qui sont mis en place, qui sont déployés et qui sont offerts aux clients, et particulièrement d'ailleurs dans le secteur de l'assurance, qui n'est pas du tout en retard, au contraire, on voit qu'il y a une adoption une adoption des nouveaux usages, ça c'est très très clair, qu'il y a beaucoup plus d'autonomie qui est donnée, et donc l'humain finalement doit intervenir là où il fait parfaitement ce qu'il sait faire, c'est-à-dire l'écoute, c'est-à-dire l'empathie, la gestion émotionnelle, et surtout à l'instant T de la sollicitation, ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'on peut demander énormément de choses au client, mais quand il sollicite, parce qu'il a vraiment besoin d'aide, à ce moment critique, alors il faut répondre présent. Donc oui à la gestion des temps forts, des grands rendez-vous, et on voit bien que tout secteur d'activité confondu, finalement, c'est un savant dosage entre la self-carisation, l'autonomie donc, et l'accompagnement humain. Et en termes d'expérience, si on prend le parcours et tous les moments de vie qu'un individu, un assuré peut avoir avec son assurance, il faut très clairement identifier ces moments, justement pour qu'à ce moment-là, l'entreprise soit pleinement mobilisée et réponde à cette aspiration.
Parfait. Julien, un mot justement sur le savant dosage entre l'humain et l'automatisation. Déjà, j'aime beaucoup ce que vient de dire Jean, parce que l'entreprise toute mobilisée, je crois que c'est ça en fait. On résume, et c'est normal, on parle beaucoup de technologie. L'expérience client, à la fin, c'est aussi des humains, en fait, des échanges entre les personnes. Donc je crois que ce qui est important, c'est que toute l'entreprise soit mobilisée, tout l'humain disponible dans l'entreprise soit mobilisé. On voit que les entreprises qui ont placé le client au cœur dans leur stratégie, ça s'arrête pas au service client. On entendait tout à l'heure le digital transverse dans l'entreprise. Je crois que l'expérience client, elle doit être transverse dans l'entreprise. Elle doit être présente chez tous les humains dans l'entreprise, parce que souvent, pour résoudre un problème de client, on a besoin de tout le monde tourné vers ce client. Et puis je crois que il y a aussi quelque chose qui est pas toujours facile à faire, c'est de se remettre à la place de l'humain, en fait, de mettre à la place du client. Dans l'assurance, de facto, on y pense beaucoup, parce que souvent ça impacte les sinistres, impactent la maison, impactent la voiture, impactent la personne même, et donc on y pense. Mais d'autres secteurs l'oublient parfois. N'oublions pas que en face de nous, on a des personnes, et donc la techno, elle va aider, mais elle aidera pas autant que l'empathie, que l'écoute que peut avoir un humain. Et pour boucler un peu la boucle, je crois qu'il faut penser à cet effort que doit mettre le client et lui faciliter. Je suis assez d'accord avec Cédric, c'est assez insupportable de se dire mais je peux parler à personne, je veux parler à quelqu'un maintenant. Et donc je crois que les entreprises qui réussissent, ce sont celles qui donnent toujours un point d'entrée au client, quelle que soit sa présence dans le parcours d'achat ou d'utilisation des produits et des services. S'il y a des gens qui nous écoutent là et qui se posent ces questions-là, donner, faciliter à l'humain client sa capacité de rentrer en contact avec l'humain chez l'entreprise, chez la marque. Merci beaucoup Julien. Alors il est presque midi, donc on a déjà un petit peu débordé, mais du coup on va se permettre de poser quelques questions. Alors moi j'ai une dernière question quand même qui me semble importante sur les KPIs. On va essayer d'y répondre assez rapidement, Cédric et Nicolas. Quels sont justement les KPIs que vous utilisez pour mesurer la qualité de l'expérience client? Alors, Cédric, on va commencer par vous. Merci. On en utilise plein, mais dans les pleins, il y en a beaucoup qui n'ont absolument aucun intérêt. Moi, ce que je pense vraiment, c'est que en fait, c'est du quasi quotidien finalement. C'est-à-dire que en fait, on surveille les plateformes digitales, qu'elles soient espace client ou espace de souscription. C'est le lait sur le feu, donc c'est du quasi heure par heure. Et en fait, quand vous avez de la déconnexion, où vous avez une baisse de fréquentation, ou moins de devis, ou moins d'affaires, ça veut dire que tout de suite, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. En fait, il faut réagir extrêmement rapidement. Donc, on a des tableaux de bord absolument magnifiques que je vous montrerai peut-être un jour. Mais à la fin, ce qui a compté, c'est le day-to-day. C'est le contact avec les plateformes, notamment les plateformes de gestion, les plateformes commerciales. Et c'est vraiment cette remontée terrain quasiment... oui, enfin, elle est vraiment quotidienne, quoi. Elle est vraiment quotidienne, elle est partagée avec les managers et le COMEX. Et il faut avoir un temps de réaction extrêmement rapide, parce que sinon, si vous attendez le tableau de bord du mois dernier, vous êtes foutu. Très bien. Nicolas, donc même question par rapport aux KPIs. Ouais, alors pour nous, ils sont un peu spéciaux, hein. Mais finalement assez simple à mesurer. Si on part du principe que 95% de la gestion est automatique, finalement, tout ce qui n'est pas, enfin, ça peut même se mesurer en nombre de pièces. C'est la volumétrie des mails, la volumétrie des traitements en back-office, la volumétrie de coups de fil qui ont été passés qui est le bon indicateur. Et puis c'est un indicateur qui est particulièrement vertueux pour la société, puisque autant de traitements manuels, c'est autant de questions qu'on se pose sur le ROI, c'est un coût. Donc c'est assez vertueux de le prendre comme ça. Après, j'adhère complètement à ce que vient de dire Cédric. Il faut, et on le fait, être capable de retourner vers le client humainement dès qu'il y a un problème et qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Alors certes, nos process sont automatisés, mais le retour est également automatisé. C'est-à-dire que quand on émet un voucher pour offrir une entrée dans un lounge aéroportuaire et patienter le décollage d'un vol, on sait si le client l'utilise ou s'il n'utilise pas. S'il l'utilise pas,
on fait des campagnes d'appels sortants pour justement aller collecter un feedback du terrain pour comprendre les raisons pour lesquelles finalement l'indemnisation, est-ce qu'elle a donné satisfaction ou pas, est-ce qu'elle a peut-être juste pas été consommée parce que le client avait autre chose à faire, et si elle n'a pas été consommée, pourquoi. Donc très important effectivement d'avoir cette démarche de collecte du feedback. Très bien. Je vais prendre des petites questions des personnes qui nous suivent. Oui. Oui, Claire, je voudrais juste rapidement faire un petit complément par rapport à ce qui vient d'être dit. Intéressant parce que là, on a vraiment deux personnes de métier. Je dirais que sur les KPIs, on a tous les grands classiques. On ne va pas y revenir, on ne va pas les détailler, qui permettent de mesurer l'effort, qui permettent de mesurer la satisfaction. On a le Net Promoter Score ou autre. Et en fait, je voudrais souligner un point, c'est qu'il y a tout ce qu'on appelle le bas bruit, tout ce qui est signaux faibles. Et là, les réseaux sociaux sont une formidable source d'information. On a développé là aussi des outils d'analyse, à la fois du good et du bad buzz, des publications, des échanges, des nuages de mots. Et je pense que au-delà des KPIs classiques, notre recommandation, c'est d'aller justement rechercher ce qui va faire ce supplément de sensibilité dans l'analyse de la performance et de l'expérience client. Voilà, c'était juste un petit complément. Très bien, merci. Je rejoins parfaitement ce qui vient d'être dit. Excusez-moi juste, mais la surveillance des réseaux sociaux et de ce bruit, c'est absolument essentiel. Très bien. Est-ce que vous, justement, Cédric, est-ce que vous le mettez en œuvre chez SPV? Oui, bien sûr. Alors en plus, là, on lance cette année, on relance une marque qui est la marque CGRM. Donc là, on va s'adresser à un nouveau public de professionnels. Enfin, la communication par les réseaux sociaux et le retour que vous pouvez en avoir est absolument phénoménal. Il y a quelques mois, je ne sais plus, mais en gros, quand on a une publication, on a entre 10 et 15 000 vues. Et puis un jour, on est tombé à 76 000. On est monté à 76 000. Donc, vous voyez, parfois sur les petites choses, vous pouvez avoir des explosions de communication, de présence. Et donc voilà, donc ça fait partie des points qu'on surveille, qu'on travaille beaucoup. Là aussi très empirique parce que c'est pas simple. Parfois, on ne sait pas pourquoi les choses ne fonctionnent pas. À contrario, les choses peuvent cartonner. Vous savez, c'est exactement comme l'application Tous Anti-Covid. Elle marchait pas jusqu'au jour où on a pu faire des attestations avec. Et c'est ce jour-là qu'on est passé de 300 000 utilisateurs à 11 millions. C'est pas pour se déclarer malade ou pas malade, c'est juste pour faire les attestations. Vous voyez, donc parfois des toutes petites choses peuvent vous faire exploser ou à l'inverse ne pas fonctionner. Alors justement, Cédric, j'ai une question. C'est par rapport aux KPIs dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez être plus précis par rapport aux KPIs? Justement, quels sont-ils réellement? Alors j'ai nombre de connexions, nombre de clics, temps passé sur le site, taux de conversion, etc. Qu'est-ce que vous regardez justement comme KPIs de votre côté? Est-ce que vous pouvez nous donner une idée plus précise? Oui, alors nous on va beaucoup plus loin que ça. Nous on analyse les clics par page et dans les pages. On va regarder quelles sont les zones des pages qui sont plus cliquées que d'autres. On va regarder où est-ce que les gens vous quittent dans un parcours client. S'ils vous quittent, c'est parce qu'ils ne rencontrent pas la réponse à leurs questions ou parce que le produit ne répond pas à leurs attentes ou parce qu'ils ne comprennent pas. Et comme nous tous, on est des zappeurs invétérés, donc on s'en va très très vite. Donc c'est toutes ces petites choses qu'on analyse énormément. Et puis après, bien sûr, il y a tous les tableaux de bord, des connexions, les réclamations, bref, après il y a tous les standards en fait. Et question pour Nicolas aussi, qui nous a été envoyé. Comment on accompagne le développement du traitement de la donnée par rapport à la RGPD? Où là, pour le coup, on est un petit peu coincé, c'est-à-dire qu'on se dit, bah oui, on va travailler la data, etc. Mais malgré tout, on a quand même on est limité, évidemment, réglementairement parlant. Le micro, oui. Très, très bonne question. J'avais effectivement un point que j'avais l'intention d'évoquer. C'est la frugalité que l'on a mise en place sur les données que l'on consomme. Effectivement, on est RGPD compliance by design, et dans le by design, la techno nous aide. Finalement, nos API, la manière dont fonctionne une API, c'est vous donner un set de données définies à l'avance en entrée et vous recevez un set de données définies à l'avance en retour. Et donc,
tous nos process nécessitent très très peu de données, et c'est bien notre volonté de le limiter, de le limiter au maximum pour que nos API fonctionnent bien et pour être effectivement compliance. Donc ça veut dire que typiquement sur des données personnelles, on va avoir du nom, du prénom, de l'email. C'est assez simple. Comme on est plutôt positionné sur l'IARD, finalement on va avoir des données relatives aux caractéristiques du sous-jacent assuré, caractéristiques techniques du bien typiquement. Et puis après, on va avoir toutes les données contextuelles liées au cadre du sinistre. Mais au final, c'est vraiment très frugal, et cette frugalité, elle est bonne pour la compliance, elle est bonne pour l'effectivité de nos processus. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'on a essayé vraiment de balayer beaucoup de sujets aujourd'hui sur l'expérience client. J'espère qu'on vous aura donné le maximum d'informations, même si c'est pas facile, parce que ces sujets-là, on pourrait vraiment rentrer dans le détail et aller plus en profondeur. Juste un petit rappel en conclusion, l'expérience client, les enjeux et les solutions. Premier point, c'est une dimension culturelle et stratégique dans l'entreprise. L'importance de transmettre dans toute l'organisation et de la direction générale en premier auprès de toute l'entreprise. Ça, c'est hyper important, et on l'a rapidement évoqué, mais voilà, c'est un vrai point. Et la question qui se pose, c'est comment on fait les choses? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on met en place des actions, une stratégie pensée pour le client ou pour l'entreprise? Et ça, c'est important. Le deuxième point, c'est de capitaliser sur la connaissance client. Ça, on en a pas mal parlé au travers de la data, reconnaître le client à tout moment pour lui offrir une expérience client satisfaisante, et capitaliser aussi sur ces données pour faire du cross-sell et de l'upsell, parce que évidemment, ça fait aussi partie de l'expérience client. Le troisième point, c'est les outils et la technologie pour favoriser une expérience client omnicanal. Comme ça, le client utilise le canal de son choix au moment où il le souhaite, et ça permet de lui créer une expérience la plus fluide et la plus simple possible. C'est ce qu'il attend, évidemment. Rapidité, fluidité, simplicité. Et enfin, le dernier point, c'est l'aspect humain et managérial, l'importance de faciliter le travail des équipes en contact avec les clients, notamment via des outils, via la data, la communication, etc. Et puis évidemment, là on n'en a pas parlé parce qu'on n'avait vraiment pas le temps, mais l'importance aussi en termes de management et de RH de montrer l'exemple auprès des collaborateurs et de penser à l'expérience collaborateur aussi par rapport à l'expérience client. Voilà, ça c'était pour cette conférence. Je redonne la main à Arnaud et Stéphane pour le mot de la fin, et je vous remercie infiniment, messieurs, d'avoir participé à cette conférence et d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Merci. Merci Pierre, merci tout le monde, c'était passionnant, c'était très précis. Merci aux participants qui ont posé un certain nombre de questions au travers de la plateforme. Moi, ce que je remarque d'une façon générale, c'est que en fait, il n'y a pas une expérience client, hein, c'est des expériences clients, et que chacun trouve la voie pour y aller. Et c'est une voie qui est où il n'y a pas de machine arrière, en fait. C'est un mécanisme qui s'installe et qui est pérenne dans l'entreprise, et qui n'est plus réservé qu'à un seul groupe de personnes. Il faut que tout le monde s'en saisisse complètement. Et donc en ça, effectivement, les RH, la documentation est important, et surtout la réactivité. Donc la réactivité, c'est un facteur important, et on sait qu'on n'est pas forcément dans une industrie où la réactivité est de mise, parce qu'on a de la réglementation, donc il faut s'assurer aussi, lorsqu'on met un cadre d'expérience client évolutif, parce qu'on doit s'adapter à nos clients, puisque l'expérience client doit suivre l'évolution de nos clients. Eh bien, il faut qu'on s'assure que l'ensemble de la chaîne soit en conformité par rapport à nos obligations. Donc ça, c'est une difficulté également, je pense, complémentaire à faire là-dessus. Et enfin, je terminerai également pour ma part sur un élément où on entend beaucoup parler de parcours client, etc., donc de moments clés à s'adresser à soit nos partenaires distributeurs, soit à nos clients assurés. Et je dirais que pour ma part, en tout cas dans le travail parce que j'ai un autre métier qu'Assurenco, donc je fais partie d'Advise, et on est sur cette partie expérience client digitalisation
automatisation, IA, mais sans oublier l'humain. Bien sûr, l'humain est au cœur des éléments. C'est de pouvoir aussi créer nous-mêmes nos points de contact que l'on souhaite avoir avec nos clients, pour lui rappeler son contrat, pour lui rappeler le fonctionnement, pour l'aider. Tout à l'heure, Cédric disait, l'application du gouvernement a eu 29 millions soudain d'utilisateurs. C'était pas pour la beauté de l'UX, hein. C'était pour une question d'usage. Et si on communique au travers de l'usage, voici ce que vous pouvez faire, etc. Là, effectivement, vous avez une prise en main qui est un peu plus facilitée, parce que l'on sait tous, lorsqu'on utilise les choses, c'est en utilisant qu'on se rend compte du service et du bien que, en fait, on peut avoir à utiliser ce type d'outil qui est mis à notre disposition. S'ils avaient eu 29 millions, ils auraient été emballés. Une dizaine de millions, déjà, c'est pas mal. Malheureusement, c'est déjà bien par rapport à ce qui avait été effectivement téléchargé l'application avant, sans l'attestation. Tu avais raison, Cédric. Bon, super. Vous te retrouverez, pour ceux qui ont, j'en rajouterai rien sur la relation client, l'expérience client ou l'enchantement client. Je pense qu'on a bien balayé le sujet et on y reviendra dans Assurenco, dans une prochaine session en 2021. En physique, on espère, lors d'une grande soirée événementielle comme on sait les faire et comme vous les aimez chez Assurenco, avec un lieu magnifique, du champagne, du plaisir, des échanges réels, les yeux dans les yeux, sûrement pour 2021. En attendant, un nouvel événement digital, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le data management en début d'année avec nos partenaires qui ont une vision sur le sujet. Vous verrez, ce sera également passionnant. Et si vous avez raté le début de ce replay ou si vous voulez de ce live ou si vous voulez le revoir, un replay sera bientôt disponible et donc vous pourrez trouver le lien sur les points de contact Assurenco habituels, LinkedIn, Twitter et sur notre mailing list, puisqu'on enverra notre mailing list qui comporte à peu près 2520 personnes inscrites. N'hésitez pas, via le site www.assurenco.com, à nous donner votre adresse mail si vous voulez qu'on vous ajoute à la mailing list pour connaître l'ensemble des événements managés par Assurenco. Voilà, merci Claire, c'était effectivement, merci à tous nos intervenants, partenaires, c'était une magnifique Assurenco. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir.